Je suis, Bonjour. je suis le docteur Majulie. Je travaille dans l'équipe de chirurgie plastique pédiatrique de l'hôpital La Péronie de CHU de Montpellier. Et donc aujourd'hui, je présenterai un webinaire sur la chirurgie néonatale avec anesthésie locale en chirurgie plastique pédiatrique. Donc, la question principale, c'est comment gérer la prise en charge des pathologies malformatives simples, isolées et post-accouchement qui nécessitent un traitement chirurgical précoce. Donc, nous, ici, on a mis en place un parcours spécifique à la consultation de chirurgie pédiatrique avec une équipe chirurgicale composée aussi par des puéricultrices et des auxiliaires. Le parcours donc préopératoire consiste dans une évaluation qui peut se faire dans le service de néonatologie ou en consultation quand les enfants sont envoyés ou par le service de néonatologie de différents hôpitaux ou par le pédiatre pour mettre en place à point les diagnostics et si nécessaire demander les examens préopératoires. Dans la même consultation, on explique la prise en charge, on fait la programmation chirurgicale, on fait signer les consentements éclairés et les photos, on prend les photos et tout ça est téléchargé dans notre intranet d'XCare. Donc, le jour J de la chirurgie en consultation, il y a l'accueil de l'équipe dans les services de consultation avec les vérifications de diagnostic et l'installation. Donc, à gauche, vous voyez le service de consultation, notre équipe, la salle de soins, c'est une simple salle de soins, et l'installation de la maman avec son bébé dans le bras. Et dans ces cas-là, il y a même l'interne qui s'approche à faire la chirurgie. Donc, les types de pathologies que nous, on soigne avec de la chirurgie sous anesthésie locale dans une période néonatale sont de 3 types. Les céphalématomes, les fibrochondromes préauriculaires et l'exadactylie postaxiale. Donc, on commence avec les céphalématomes. Les céphalématomes, qu'est-ce que c'est? C'est un hématome sous périostée traumatique du crâne dû à une accumulation du sang entre le périoste et l'os du crâne. Normalement, il est délimité par les lignes de suture en raison de l'attachement du périoste au bord de l'os. C'est plus fréquent dans les garçons. Généralement, il est localisé sur l'os pariétal. Normalement, le plus fréquemment est unilatéral et moins fréquemment, dans les 10% des cas, bilatéral. Peut être associé aussi à des fractures linéaires du crâne et dans ces cas-là, nécessite un traitement ou une prise en charge neurochirurgicale. Donc, le céphalématome, comme je viens de dire, est causé par un saignement de veine émissaire ou diploïque après le détachement de la couche sous périostée du crâne. Le traumatisme provoque un saignement lent qui augmente au cours des premiers jours de vie après la naissance. Puis s'arrête spontanément et est normalement limité par les sutures crâniennes. Donc, ça ne dépasse pas les sutures crâniennes. Ce n'est jamais à cheval sur une suture crânienne. Donc, les facteurs de risque sont la compression, sont des facteurs de risque pendant l'accouchement, compression, contrainte de cisaillement sur le crâne in utero ou pendant le travail ou l'accouchement, accouchement assisté par instrument, travail prolongé, nourrisson de grande taille, présentation céphalique inhabituelle. Il faut faire comme un petit peu je venais de dire, en diagnostic différentiel, le différentiel, parce que les céphalématomes, ce n'est jamais à cheval des sutures, et donc il faut bien les distinguer par l'hématome subgaléal ou la caput succedaneum. Et donc, ces diagrammes à droite expliquent un petit peu la différence. Donc, les complications d'un céphalématome peut être de différents niveaux, le plus simple à le plus compliqué. Donc, le plus simple sont les infections qui sont rares, effectivement, peut se vérifier après une infection systémique, en lésion cutanée focale, une calcification persistante, un modélage occipital et frontal contralatéral, une rotation cervicale entraînant une plagiocéphalie positionnelle, une hyperbilirubinémie chez le nouveau-né et une anémie.
Donc, j'ai mis des photos des scanners qui montrent des céphalématomes qui n'ont pas été drainés précocement. Et donc, les bosses vraiment bilatérales, unilatérales. Et à gauche et à droite, vous voyez en bas les différentes séquelles d'un céphalématome de petite dimension, de céphalématome de grande dimension. Celui-là de grande dimension, c'est un céphalématome calcifié qui donc fait une compression sur la partie externe sur le cranium, modifiant vraiment le contour du cranium. Donc, les possibilités de traitement donc, vont dans le traitement qui n'est pas nécessaire. Dans les cas qu'on est devant un céphalématome de toute petite dimension, donc normalement dans les céphalématomes qui ont une épaisseur inférieure à 1 cm, ou en aspiration précoce par aiguille sous anesthésie locale, ou dans les cas des grands céphalématomes qui n'ont pas été drainés, ou des céphalématomes qui présentent des fractures et qui donc ne peuvent pas être drainés précocement, on peut arriver à un remodelage crânien chirurgical, mais ça c'est une procédure. Ça ne se fait pas en anesthésie locale, mais en anesthésie générale, c'est une procédure neurochirurgicale. Comme vous voyez, il y a un remodelage vrai de la corticale externe et interne avec un lambeau aussi de Durmer. Et donc, c'est une vraie chirurgie importante du crâne. Dans les céphalématomes de petites dimensions, les calcifications disparaissent grâce au remodelage crânien au cours de la première année de vie en raison d'une croissance rapide du crâne. Les indications donc, pour la procédure de drainage précoce, c'est uniquement pour les patients sans signe clair de résorption après les 2 semaines de vie, avec une épaisseur qui est égale ou majeure de 1 cm après les 15 jours de vie. Le poids de bébé doit être minimum 3 kg parce qu'on part du principe qu'un bébé qui vient de naître dans les premiers mois de vie doit forcément avoir un poids de 3 kg si dans une bonne santé. La vérification de la coagulation sanguine, en particulier les plaquettes, est mandatoire. L'échographie transfontanellaire et l'échographie donc de l'encéphalématome est mandatoire pour exclure toute complication intercrânienne ou fracture, pour confirmer le diagnostic clinique, pour mesurer l'auteur du céphalématome entre les crânes et les périostes. La préparation à la procédure donc, consiste, une fois que la famille est bien préparée, on a tout expliqué. Normalement, la consultation dans la première évaluation, on lui donne déjà les indications de poser les mains dans la partie plus déclive. Allô? Plus postérieure du céphalématome, 1 heure avant la ponction. L'anesthésie locale est faite au moment de l'infiltration et pendant l'allaitement qui peut être fait au sein ou au biberon en simultané de la procédure, plus ou moins saccharose dans les bras de la mère ou du papa. Donc, ça, c'est l'installation du bébé du parent. La ponction est réalisée par un médecin senior ou junior en consultation externe dans une salle de pansement et assistée par un binôme infirmière auxiliaire pour assurer le confort de l'enfant, de la mère et du chirurgien. La mère, donc, est confortablement allongée sur une table de soins. La ponction est réalisée avec une technique strictement stérile, avec une infiltration sous-cutanée de 0,5 ml de lidocaïne plus bicarbonate, utilisation d'une aiguille spinale, avec l'utilisation d'une aiguille spinale de 20 G introduite tangentiellement dans la bosse depuis l'arrière. La ponction, donc ici vous voyez tous les détails de la procédure. À gauche, il y a quelqu'un qui parle. Vous pouvez... Si vous pouvez fermer votre microphone, s'il vous plaît. Donc, à gauche, vous voyez la procédure qui est faite stérilement. J'utilise aussi des compresses pour réduire un petit peu la zone collante sur l'écran, parce que puis le décollé fait très mal pour l'enfant. Donc, on réduit un petit peu la zone collante pour vraiment exposer seulement la partie qui nous intéresse. L'infiltration de l'anesthésie locale.
Une fois qu'on va introduire l'aiguille métallique est retirée et on laisse seulement la partie en plastique qui est donc laissée en place pour aspirer le sang. Le sang est aspiré avec une seringue de 20 cc jusqu'à ce qu'il n'en reste plus et que la bosse disparaisse. Donc, à la fin de la procédure, un pincement semi-compressif est appliqué et va rester les premières 24 heures. Et puis, on peut mettre un bonnet qui peut être fait par un bonnet fait vraiment à la consultation. À droite, vous voyez même le bonnet de la maman, du bébé. Les parents peuvent laver la tête de l'enfant après 24 heures et des ordonnances des kinés sont toujours données pour prévenir une plagiocéphalie positionnelle et pour rassurer un bon mouvement du cou. Et donc, le retour à la maison est rassuré, est fait tout de suite après la procédure et pour le bébé et la maman. Et ça, donc, c'est la bibliographie que j'ai résumée, que j'ai utilisée pour cette première partie. Donc, je ne sais pas si vous voulez arrêter pour faire des questions. Si je fais toute la présentation, puis on va poser les questions après. Aurélie? Ok. Oui. Donc, le premier article, c'est un article qui a été publié sur European Journal Pediatrics qui montre donc tous les cas qu'on a traités ici pour le drainage du céphalématome. Mais à ce moment-là, on ne le faisait pas encore en consultation, on le faisait au bloc opératoire. Non, je vous expliquerai à la fin de la présentation comment on est arrivé un petit peu à transformer tous ces gestes qui étaient tout gérés au bloc opératoire hors des blocs opératoires. Mais pourquoi on a décidé de faire. Non, la deuxième pathologie qu'on traite avec la même procédure, c'est l'exadactylie postaxiale pédiculée. Il s'agit donc de doigts surnuméraires du côté ulnaire de la main ou latéral du pied. Sont des appendices cutanés rudimentaires à des doigts bien développés fonctionnels. Alors, il existe des classifications. La classification pour la plupart utilisée, c'est la classification des Tammy et McCusick qui simplifie la première classification en deux types. Donc, le type A, c'est les doigts bien formés, comme vous pouvez le voir à gauche, avec connexion osseuse au reste de la main, et c'est la moins fréquente. Les types B, c'est les plus fréquentes, donc on se retrouve vraiment un doigt incomplètement formé, non fonctionnel, connecté uniquement par un pont cutané. L'incidence, c'est 1 sur 150 chez les nourrissons africains. Environ 85% des nourrissons afro-américains ont des antécédents familiaux avec un mode de transmission autosomique dominante. Dans la population caucasienne, et la fréquence, c'est 1 sur 1500 jusqu'à 3000. Et c'est très rarement associé à un syndrome. Donc, les syndromes qui peuvent être associés à des exadactylies postaxiales sont essentiellement deux. Le syndrome de Bardet-Biedl, c'est une ciliopathie autosomique récessive. C'est très rare, c'est 1 sur 160 000 dans les populations d'Europe du Nord, 1 sur 13 500 dans certaines populations arabes, et c'est associé à des dystrophies rétiniennes, dysfonction rénale, polydactylie postaxiale, obésité, déficit cognitif et hypogénitalisme. Les diagnostics cliniques sont 16 gènes qui sont connus pour être associés à ces syndromes et la surveillance donc comprend une évaluation ophtalmique régulière, un suivi de fonction rénale, hépatique, glycémique, lipidique, endocrinienne, ainsi que des mesures régulières du poids et de la pression artérielle. Le syndrome Ellis-Van-Cleveland, c'est une dysplasie chondro-ectoédormale, c'est une maladie encore très, très rare. Ça a été vu surtout dans la population amish il y a des mutations du gène FBC au FBC2. C'est une chondrodystrophie
associé à une polydactylie post-axiale, dysplasie ectodermique hydrotique affectant principalement les dents et les ongles et associé aussi à des anomalies cardiaques congénitales. Donc, l'option de traitement encore peut être l'observation sans rien faire et donc attendre que l'enfant grandit. Le ligature avec une suture à la base du doigt surnuméraire pour occlure donc les flux sanguins à travers les ponts cutanés et entretenir donc une nécrose en auto-amputation. Une ligature par clip vasculaire qui ramène le même résultat de la ligature avec la suture et une excision chirurgicale. Donc, toutes ces complications que vous voyez en bas peuvent nécessiter une chirurgie secondaire pour correction. Ça veut dire que, par exemple, dans les cas d'observation ou de ligature, on peut arriver à la gangrène, à l'infection, à des saignements, un échec des ligatures, jusqu'à la formation d'un névrome douloureux qui laisse aussi une bosse résiduelle inacceptable. Non, c'est pour ça qu'on trouve que pour moi, l'indication principale, c'est de faire une exérèse précoce, pas des ponctions, mais avec l'application de Mla en heure avant la procédure, une anesthésie locale qui est faite dans le même moment de l'allaitement au sein au biberon simultané avec saccharose dans les bras de la mère. Donc, l'installation du bébé du parent, la procédure est assistée par les binômes infirmières puéricultrices auxiliaires pour assurer le confort de l'enfant, du parent, du chirurgien. La mère est allongée dans un lit de soins et le bébé est nourri au biberon au sein pendant toute la procédure. Donc, à gauche, vous voyez l'instrumentation de la procédure et que ça change par rapport à celui-là du céphalématome. Donc, il s'agit d'une anesthésie locale non adrénalinée avec une infiltration sous-cutanée de 0,5 millilitres de la solution que je décris avant. Et c'est obligé de faire une cautérisation avec une bipolaire avec un réglage très bas de 1,6. Donc, l'excision peut être réalisée par un médecin senior ou junior en consultation externe sur magnification avec des loupes de 2,5, avec une préparation et drapage stérile et à droite, vous voyez l'infiltration de l'anesthésie locale. L'incision, normalement, est faite à la base du pédicule. À droite, vous voyez l'exposition du pédicule neurovasculaire. Le nerf donc, est tractionné et excisé et coagulé avec le pédicule vasculaire vraiment en profondeur par rapport à l'incision pour bien l'enfoncer dans l'incision et éviter donc un névrome. Donc, à gauche, l'incision, la cautérisation, la suture. La suture, ça se fait avec une suture cutanée en vicryl rapide. Normalement, on met 3 petits points et un pincement très simple avec du robin non circulaire en mépore. À gauche, vous voyez les cas quand il s'agit de cas bilatérales. À gauche en bas, et on ne l'envoie jamais à l'anapathe parce qu'on part du principe qu'ils sont de malformation, donc il n'y a pas besoin de l'envoyer à l'anapathe. La gestion donc post-opératoire, le retour à la maison se fait le jour même. Et, le pansement est appliqué pendant 24 heures. Le parent peut laver la main après 24 heures. Les désordonnances du paracétamol pendant les premières 48 heures donc, sont données. Et il y aura puis un suivi une semaine après la chirurgie faite par le pédiatre de famille. Les avantages de la procédure sont anesthésie locale, sont excellente hémostase, pas de garrot, anesthésie topique appliquée 60 minutes avant l'injection, le bras de la mère, l'allaitement biberon qui calme le bébé et rassure aussi la maman, et l'utilisation aussi de la musique pendant la procédure qui rassure et calme et apaise tout le monde. C'est vrai. Et donc, ça, c'est la bibliographie que j'ai résumée, je choisissais pour faire cette partie. Il y a des questions?
Moi, j'ai une question. Vous les faites à quel âge les... Dans le premier mois de vie. Premier mois, d'accord. Non, le chevalet matin, vraiment très tôt. Les dactylies, on peut dire, on peut se laisser le premier 3 mois. Mais plus tôt on le fait, mieux c'est parce que l'enfant ne bouge pas. Non, c'est pour vraiment gagner sur la compatibilité et le confort de l'enfant qui reste complètement... Il y a un léger inconfortabilité juste le moment que j'ai fait l'infiltration d'anesthésie locale. Et pour éviter vraiment la sensation de douleur, c'est pour ça qu'on utilise du bicarbonate. Ah bon? Mais c'est oui, parce qu'elle réduit un petit peu l'acidité de l'anesthésie locale. Mais c'est juste en seconde, parce que dès qu'il fait effet, puis l'enfant, on le concentre, il va se concentrer tout de suite sur le sang, ou sur le biberon, et donc il oublie immédiatement. C'est vraiment étonnant comme... et donc il ne bouge plus. Parce qu'il ne sent rien. Au moment que on fait l'incision, qu'on le fait toujours après avoir contrôlé qu'il vraiment ne sent pas de douleur, il ne fait rien. Une question. Ouais. Pour Hexadactylie, avant de vous l'envoyer, doit-on faire une échographie Doppler? Non. L'hexadactylie, hein? Non. Ok. Ah bon. Non, alors, la question, s'il faut faire un écho-Doppler avant de la procédure, non, parce qu'on connaît très bien la malformation, on sait qu'il y a dedans, s'il y a seulement pédicule. Donc, l'écho-Doppler n'apporterait rien au diagnostic. Il n'y aura pas un flou veineuse ou artérieuse plus important que dans pédicule digital. Non, c'est pour ça. Et on ne fait pas de radiographie. Parce que le diagnostic est tout à fait clinique. Il s'agit donc d'une hexadactylie de type B où il n'y a pas d'os. C'est pour ça que c'est important de les laisser voir avant la consultation pour poser l'indication, pour être sûr, pour expliquer et aussi pour avoir un regard sur l'enfant en général, parce que malgré dans la plupart des cas, il s'agit de malformations vraiment isolées, mais il y a aussi des rares cas qui sont aussi associés à des malformations de main plus importantes. Donc, dans ces cas-là, bien sûr, on demandera une radiographie de la main, mais juste pour évaluer la malformation plus importante osseuse, mais jamais pour contrôler que dans le pendule, il n'y a pas d'os, pour être le plus clair possible. Je passe au prochain. Donc, le dernier, c'est les fibrochondromes préauriculaires. Donc, c'est une anomalie préauriculaire caractérisée par un appendice cutané ou un fibrochondrome à l'avant de l'oreille externe. Et c'est une incidence entre les 0,3% et 5%. Généralement, c'est isolé, mais peut être aussi associé à des anomalies, malformations, syndrome crânio-facial beaucoup plus complexes, comme la microsomie hémifaciale, la syndrome de Treacher-Collins ou Franceschetti, ou la syndrome bronchio-otorénal, dite aussi BOR, pouvant être associée à une déficience auditive. Dans les cas isolés, c'est très, très rare. Donc, c'est pour ça que dans les cas qui sont vraiment isolés, on a un regard encore clinique général sur l'enfant, on ne demande pas un test auditif. Mais dans les cas où il y a une suspicion de microsomie hémifaciale, même légère, oui, bien sûr que oui. Et peut être aussi associé très rarement à des malformations rénales. Et aussi là, il y a un regard un petit peu général sur l'enfant parce qu'il y a des syndromes associés que je vous expliquerai. Non, ça, c'est un syndrome, c'est un de notre patient. C'est assez complexe, comme vous pouvez le voir à gauche. C'est un syndrome oculo-auriculo-vertébral caractérisé dans ce cas-là en fente labiopalatine complète gauche, d'une microsomie hémifaciale, d'un manque total du pavillon auriculaire externe et d'une anomalie, j'ai mis aussi sa radiographie parce qu'il avait 7 vertèbres cervicales. Et donc, puis, elle avait aussi de fibrochondromes préauriculaires et même sur le contour de la mandibule.
Non, dans ces cas-là, tous les restes de la malformation, on l'a bien soigné en anesthésie générale, mais j'ai pu intervenir très tôt sur le fibrogondrome qui, c'était gênante, surtout pour la maman qui avait peur aussi de pouvoir l'arracher. Et donc, malgré il s'agissait d'un grand malformé, avec tous les bilans malformatifs qu'on a fait, j'ai décidé de faire cette petite procédure en consultation et c'est bien passé. Donc, le syndrome bronchio-otorénal, une anomalie autosomique dominante liée à la mutation EYA1 avec une incidence de 1 sur 40 000 peut être associée à des malformations mineures du pavillon auriculaire, à des fistules ou de fibrogondrome. Vous voyez à gauche, il y a vraiment là une petite fistule préauriculaire. Je ne sais pas si vous pouvez voir mon curseur. Oui, vraiment là, il y a une petite fistule préauriculaire. Donc, c'est associé aussi à en perte auditive, à des fistules kiss-bronchiaux, sténose de canaux lacrymaux, visage long et étroite, paléogivale, sous-occlusion dentaire, myopie, dysplasie rénale, qui peut aller de léger à sévère, et une constitution asthénique. Ce sont les syndromes plus souvent associés à des fibrogondromes, donc la microsomie hémifaciale unilatérale, le syndrome de Goldenhar qui fait partie aussi du cadre de la microsomie hémifaciale, c'est plutôt unilatéral, et la génésie du pavillon auriculaire, c'est plutôt unilatéral. Et vous voyez, dans les cas donc, central, il y a deux fibrogondromes, différemment localisés par rapport à ceux qu'on peut considérer comme la partie antérieure de l'oreille. Donc, on peut les retrouver surtout le corps de la mandibule et même au milieu de la joue. Et à droite, il y a le syndrome de Treacher-Collins-Franceschetti, ou l'anomalie du pavillon auriculaire et bilatéral associée à toutes les autres anomalies caractéristiques pour ce syndrome. Donc, pour revenir à la procédure qu'on fait en consultation, donc, encore une fois, à l'âge du bébé, c'est entre les premiers mois de vie jusqu'à les premiers 3 mois de vie maximum. Ça, c'est pour garantir une compliance le plus correct possible. Le poids du bébé doit être minimum 3 kg. L'application de l'EMLA toujours fait 1 heure avant la chirurgie par la maman, parce que tous les médicaments et l'ordonnance de l'EMLA est donnée avant. Les contrôles du consentement éclairé se fait le même jour ou fait pendant la consultation par les deux parents. L'anesthésie locale sans gêne préalable, l'allaitement toujours au biberon au sein simultané avec l'utilisation ou pas du saccharose si nécessaire. L'excision est réalisée par un chirurgien plasticien senior ou l'interne. Et là, vous pouvez voir un interne, par exemple, en consultation externe et assistée par les binômes infirmières puéricultrices auxiliaires, toujours pour assurer un confort maximal de la maman, du bébé, de l'équipe. À droite, vous voyez la préparation au drapage stérile. Toujours comme pour les céphalématomes, se renforcer par des petites compresses pour éviter pour réduire la partie collante, pour éviter un traumatisme important sur un petit visage, sur une peau de nouveau-né qui est toujours très délicat. Et donc, la mère est toujours, c'est elle qui choisit la position, le confort. C'est que je dis toujours à la consultation, c'est vous êtes la chef. Nous, on fait du moment que vous êtes confortable parce que c'est vraiment elle qui gère la mobilité de l'enfant et donc le confort, notre confort aussi. L'anesthésie locale peut être adrénalinée, toujours une petite quantité pour éviter donc une dose létale. Ça, c'est très important. C'est pour ça aussi qu'on prend comme repère un poids de 3 kg
on a calculé une quantité standard par rapport à un poids minimum de 3 kg pour éviter une dose létale et donc pour assurer un retour à la maison sans complications, parce qu'à cet âge-là, s'il y a un poids qui est trop petit, s'il y a une quantité minimum d'anesthésie locale qui déborde le poids de l'enfant, peut être létale. Donc, c'est une chose toujours qu'il ne faut pas faire gaffe, il faut éviter. Donc, il faut bien les calculer et c'est pour ça qu'on a écrit un protocole précis pour éviter ça. La panse bipolaire, c'est à la demande. On l'a, donc si nécessaire, s'il y a aussi un saignement qui n'est pas encore bien géré avec l'adrénaline, on peut toujours rajouter un petit coup pour éviter un saignement qui, puis, si ça va vérifier à la maison. Et donc, on contrôle. Mais ce n'est pas obligé parce que ce n'est pas pédiculé comme l'exhalatile hypostaxial. Une lame 15, des ciseaux. Les ciseaux, dans ces cas-là, sont très importants pour disséquer un éventuel résidu cartilagineux qui peut être présent et il faut bien le retirer en profondeur pour éviter donc une palpabilité en post-opératoire et donc une récurrence. Une possible deuxième intervention. On pense à Hudson et on suture toujours en biclé rapide 5-0 pour éviter d'enlever le point de suture sur un petit. Il y a sur une incision qui normalement c'est 3 mm de longueur. En sachant qu'en biclé rapide, un temps de résorption entre les 5 et les 15 jours de vie. Et un point de suture en problème sur le visage, on l'enlève à 5 jours de vie. Et donc, la résorption est assurée aussi par les contacts avec l'eau qui va hydrolyser les points de suture. Et donc, si on remet l'enfant dans la possibilité de bien laver la suture, ces points de suture vont se résorber et les séquelles cicatriciales sont réduites au minimum et complètement comparables le retire de points de suture en pollen. Donc, les détails de la procédure sont vérification de l'absence de douleur au site chirurgical avant de l'excision. Donc, après avoir fait l'infiltration locale, on recontrôle toujours. La procédure est faite toujours sur loupe de grossissement où la taille de la malformation est la petite taille de l'enfant. Et pour assurer une précision maximale parce que les résultats doivent être le plus possible esthétiquement bien. Si présence de la cartilage accessoire, il faut faire l'excision. Possible cautérisation, possible. Suture cutanée avec huile rapide, 5-0. Et crème à la vitamine A sur les sites et pansement simple, sans stéristrip. Parce que les points de suture sont séparés, donc il n'y a pas besoin de mettre stéristrip. Et donc, détail de la procédure, infiltration d'anesthésie locale, incision exérèse, cautérisation à la bipolaire et suture. Gestion post-opératoire. Donc, en haut et à gauche, vous voyez qu'il y a les infirmières les puéricultrices et les auxiliaires ont même organisé de petits cadeaux qui sont bien lavés et stérilisés, qu'à la fin de chaque procédure est donné, n'importe que soit l'âge de l'enfant, à la maman, à l'enfant. Et ça, c'est toujours très apprécié. Et puis le reste, c'est le même retour, le même soin qu'on fait pour les autres. Un pansement est appliqué pendant 24 heures. Les parents peuvent laver le visage après 24 heures. Des ordonnances de paracétamol pendant 48 heures. Et suivi une semaine après l'opération par le pédiatre. Ça, c'est la bibliographie. Donc, dans notre service, depuis 2000... J'ai une question. Ouais. Fibrocondrome auriculaire, implique-t-elle une échographie rénale en systématique? Non, pas les nouveaux. Ah oui, j'oublie. Donc, dès que j'ai appris récemment par les pédiatres, c'est pas vraiment systématique. Les nouveaux guidelines disent que c'est pas vraiment systématique. Mais c'est important aussi de regarder l'enfant dans la... je l'ai répété ah non, pardon, je n'ai pas répété la question. Donc la question, c'était c'est obligatoire de faire
une échographie rénale pour les enfants qui présentent un fibrocondrome. Ce que je sais, c'est que par les nouveaux guidelines pédiatriques, c'est plus obligatoire. Donc ici à l'hôpital, on le fait plus obligatoirement. Mais il faut toujours avoir un regard de l'ensemble de l'enfant pour être sûr qu'il n'est pas associé à des autres malformations plus complexes, parce qu'il y a des cas syndromiques que je venais de vous expliquer ou peut encore être associé à des agénésies rénales ou à des formes plus complexes. Donc, retour à l'importance et donc à mes conclusions. Donc, j'arrive à les conclusions qui incluent aussi le message principal. Donc, pourquoi on a changé la prise en charge? Bon, les Covid a joué un rôle très important parce qu'en 2019, il y a eu un retard énorme sur toute la prise en charge de ces petites procédures. Et donc, on se posait la question, effectivement, qu'il n'y avait pas besoin de le faire au bloc opératoire. Et que si on respectait toutes les règles de stérilité, de confort, à la place de mettre l'enfant dans les bras d'une puéricultrice au bloc opératoire et où l'enfant nouveau-né ne pouvait même pas sentir l'odeur de la mère, à la place de lui donner sûrement le doudou, de le mettre sous une lampe dans un endroit, un bloc opératoire très froid, on a pensé de le faire en consultation. Et ça a bien marché. Et ça, c'est un petit peu le résumé de toutes les procédures néonataux qu'on a fait à partir de 2020. Et donc, j'ai résumé aussi à droite un graphique qui montre l'augmentation par rapport au 2020 de procédures et la simplicité avec laquelle donc l'équipe le fait. Je tiens à dire, ce n'est pas seulement vraiment une procédure qui est gérée par les chirurgiens, mais c'est possible grâce à une équipe qui rend facile une procédure qui, effectivement, est facile, mais la confortabilité de tout le monde, que j'ai beaucoup stressé pendant la présentation, c'est possible grâce à une équipe pédiatrique spécialisée, motivée et dédiée à faire ça. Donc, conclusion, la chirurgie néonatale simple hors du bloc est possible si bien encadrée par une équipe pédiatrique spécialisée dans les bras de la maman ou du parent pendant l'allaitement au sein au biberon qui calme le bébé et rassure le parent. Ça, c'est notre équipe et un merci spécial à l'équipe pédiatrique viscérale, à Aurélie en particulier, et qui est extrêmement dédiée à ce webinaire et qui m'ont donné la possibilité de faire ce webinaire. Donc, un grand merci à l'équipe viscérale pédiatrique et au professeur Captier, le chef d'équipe. Et le prochain rendez-vous donc, sera fait par le docteur Dominique Forgue, qui est présente aujourd'hui, sur les bizarreries ombilicales et périnatales. Est-ce que c'est normal? Ce sera fait le 25 septembre 2025 de 19h à 21h. Merci. J'avais une question. J'avais une question. Est-ce que ces procédures que vous faites hors bloc, c'est spécifique au CHU de Montpellier ou c'est fait de manière assez commune ailleurs? En ce qui concerne les examens d'activité, par exemple. Il faut répéter la question. Mais le micro est où? C'est là. Alors, pour ça, répondre professeur Captier. Le micro, il est là-bas. Donc, Dr Forgue a demandé si cette procédure du bloc est hors de bloc est commune à des autres équipes faites à la consultation comme ça ou c'est spécifique de Montpellier. Donc, donc ça répond professeur Captier, chef de service. Oui, merci beaucoup. Alors, oui, pour les exaractilides, de plus en plus, c'est fait en consultation ou en chambre,
en salle de soins pour, comme ça a été présenté, hein, puisque c'est le même type de procédure. Donc, ce n'est pas des cas isolés. Et puis, l'Académie nationale de chirurgie fait des enquêtes actuellement sur le plan national pour savoir quels sont les actes chirurgicaux qui peuvent être réalisés, ce qu'on appelle hors bloc, c'est-à-dire sous anesthésie locale et avec des sédations légères. Et donc, c'est tout à fait dans les bonnes pratiques et l'évaluation, en tout cas, actuelle. Et j'avais une autre question. Vous sollicitez évidemment beaucoup le personnel de la consultation. Est-ce que c'est sur des horaires dédiés? Oui. Oui, c'est à des moments très précis. Il y a plus de personnel, il y a moins de consultations par ailleurs? Alors, Dr. Faure demande si ces procédures qui demandent une sollicitation importante de l'équipe paramédicale demandent un temps dédié. Donc, la réponse est oui. Au début, non. Mais puis, vu l'augmentation des cas et la spécificité, on a décidé de l'encadrer, de donner un créneau le vendredi matin en particulier pour bien organiser tout comme il faut, calmement. Oui, j'avais une question. Est-ce que les interventions sous anesthésie locale peuvent être faites quel que soit l'âge? Et donc, la question, à mon avis, c'est le fibrocondrome préauriculaire. C'est la même personne qui a posé la question. Donc, alors, la question, c'est toutes les procédures, en particulier les fibrocondromes, peuvent être faites sous anesthésie locale dans tous les âges. Ben oui, bien sûr. Là, surtout les fibrocondromes, s'il y a une base un petit peu plus large qui ne risque pas une torsion de la base, oui, peut être faite à n'importe quel moment, mais en sachant que puis pour l'enfant peut devenir un stigmatisme malformatif. Et donc, beaucoup de fois, sont les parents qui demandent s'il y a cette possibilité de le faire le plus précocement possible, parce qu'à cet âge-là, l'enfant n'est pas vraiment consciente. Il y a un risque qui est très bas. Et c'est une chose qui, puis, du moment qui se fait très précocement, est oubliée par la famille, par l'enfant, avec une cicatrice qui est mise dans la plicature préauriculaire. Et donc, je dis toujours aux parents qu'on le fait ou on fait, les chirurgiens, mes confrères plasticiens esthétiques le font, décide de faire la même incision pour les liftings, par exemple. Donc, ça vraiment est bien caché et donc les séquelles esthétiques sont vraiment pas visibles. Et on part toujours d'une incision de 3 mm. Oui. Oui, merci. Alors, merci pour cette question là sur l'âge parce que c'est important. Là, si on a présenté Dr Madjouli l'expérience qu'elle a mis en place sur la chirurgie néonatale. Alors après, sous local, ça dépend un peu aussi de l'âge, quand même, de la mobilité de l'enfant, hein, parce que c'est vrai que des âges typiquement, je dirais à partir de 6 mois jusqu'à 2-3 ans, c'est quasiment impossible de le faire sous local. Parce que l'enfant, on a du mal à le sédater et à qu'il soit immobile, surtout quelque chose qui est fait au visage. Donc là, c'est vrai qu'il y a une tranche d'âge pour lesquels les gestes sous local sont vraiment déconseillés. Et puis, à partir de 4 ans, 5 ans, 6 ans, alors ça dépend un petit peu des âges, après, on peut réintroduire des gestes sous local avec des sédations classiques comme l'hypnoanalgésie ou le BOPA, par exemple. Donc, c'est vrai on peut le faire à tous les âges, mais quand même, je dirais qu'il y a une tranche d'âge qu'on pourrait dire de 6 mois à 4 ans qui est quand même où il vaut mieux éviter. Et c'est là où on propose à ce moment-là des gestes sous anesthésie générale en ambulatoire, par exemple. Oui. Mais si les gestes en anesthésie générale sont préconisés sur de petits gestes, on ne le fait jamais avant de 12 mois pour les recommandations de l'anesthésiste, de l'anesthésie pédiatrique.
Donc, on ne mettra jamais un fibogondrome à 6 mois sous anesthésie générale. Et puis, à ce moment-là, vu que c'est vraiment esthétique, on cherche même de le décaler plus tard. Est-ce que, alors bon, j'ai la réponse, mais en termes de complications, est-ce qu'il y a sur ces gestes, est-ce qu'il y a des complications particulières en termes de cicatrisation? Alors, le professeur Captier demande s'il y a des complications particulières comme séquelles de ces gestes. Non, dans notre expérience, il y a 0. On n'a vraiment jamais eu de complications, mais encore parce que la longueur de l'incision est toujours très petite. Et donc, c'est une chose toujours très, très superficielle. Et pour les céphalématomes, même, on n'a pas eu de complications comme infection ou d'autres. Donc, sur les céphalématomes de grandes dimensions, peut arriver que les parents appellent 2 jours après en disant « Ah, mais c'est réformé ». Donc, non, ça veut dire que c'est réformé, mais sur les céphalématomes de grandes dimensions où il y avait justement une poche assez importante, où il y avait beaucoup de sang, on peut avoir un remplissage modéré du sérum, mais qui va se résorber. Et donc, c'est pour ça qu'un pansement semi-compressif, c'est important. Et dans les cas où on se retrouve avec un céphalématome vraiment qui occupe tous les pariétales de 2 cm d'épaisseur, donc on parle vraiment d'un céphalématome très, très important, et, on peut avoir ça. Et donc, il faut le dire aux parents au moment de la prestation pour le mettre dans la possibilité de le reconnaître, de ne pas s'inquiéter. Donc ça, oui, je l'ai fait dans ces cas-là. Mais on ne parle pas vraiment de complications, ce n'est pas une complication. Un dernier commentaire. Professeur Captier, seriez-vous d'accord pour faire un topo sur la prise en charge de la plagiocéphalie un jour? Merci pour cette présentation. Il est d'accord, oui. Alors, on va demander aux organisateurs de programmer à une date ultérieure en fonction du programme pour traiter ce sujet particulier. C'est une bonne idée. Merci. Merci à vous, vraiment. C'était très sympa. C'est vrai, malgré la simplicité de la pathologie, c'est du boulot. Hein. Au revoir à tout le monde et merci.